Soyez honnête avec moi, vous trouvez pas que les révolutionnaires sont peu nombreux ? Je veux dire, comparé aux marines et aux pirates, dans leur camp, il n'y a qu'une quinzaine de vrais personnages puissants. Dragon, Sabo, Kuma, Ivankov et les quelques officiers, si on les met tous ensemble, ils sont même pas au niveau d'un équipage Yonko. Vous trouvez pas ça un peu faible pour une armée? Leur but, c'est quand même de renverser le gouvernement mondial. Pour y arriver, ils doivent être assez forts pour faire face à toute la marine, aux chevaliers divins invincibles, mais surtout aux armes antiques capables de raser une île en un clin d'œil. Sauf qu'en fait, Dragon, il a pas besoin de son armée pour accomplir son but. Mieux, il a déjà gagné. En réalité, son armée n'est que la simple couverture d'un plan titanesque, impliquant de nombreux personnages importants comme Garp, Vegapunk, Luffy et plein d'autres. Un plan élaboré depuis le tout début et qui lui a demandé de manipuler les événements de l'histoire de One Piece. De la naissance de son fils, en passant par la destruction d'Ohara, jusqu'au combat des amiraux sur Punk Hazard, tout était dû à Dragon, dans l'unique but d'assurer la réussite de sa révolution. Alors restez bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais vous révéler tout son plan secret. Comment il compte réellement renverser le gouvernement mondial. Bon, à la base, les révolutionnaires, c'était juste un équipage de potes d'enfance comme il y en a des milliers dans la série. Anciennement appelée l'Armée de la Liberté, elle a été créée il y a 25 ans par Ivankov et Dragon et elle servait juste à jouer les mercenaires. En gros, ils se faisaient payer par des anonymes qui habitaient dans des pays où le dirigeant était injuste pour qu'ils les aident à faire des révoltes. Et même si dit comme ça paye pas de mine, c'était super bien pensé de la part de Dragon, car non seulement ils pouvaient récolter énormément d'argent pour financer leurs actions futures, mais en plus, leur intervention permettait de semer les graines de la révolution dans le cœur des gens, partout où il passait. À force de voir constamment dans les journaux que l'armée de la liberté renversait des petits gouvernements tout autour de Grand Line, ça leur a permis d'obtenir une grosse réputation et surtout de convaincre le peuple que la révolution est bel et bien possible. Ça, c'est le début du plan de Dragon, les fondations indispensables au bon déroulement de son rêve, mais pour l'instant, il y a encore rien de secret. Ce n'est que quelques années plus tard que l'armée de la liberté assume complètement ses ambitions en prenant le nom d'armée révolutionnaire. Et depuis, ça a un peu stagné. Je veux dire, ils se sont agrandis, ils ont recruté plus de monde et tout, y a pas de problème. Mais là, on est littéralement à la dernière saga du manga, et ils font toujours pas le poids contre le gouvernement mondial. Et quand je dis qu'ils font pas le poids, regardez juste. Déjà, les révolutionnaires recrutent en majorité des anciens esclaves ou des victimes du gouvernement qui souhaitent la vengeance. C'est un problème. En effet, ça réduit drastiquement le nombre de soldats possibles dans l'armée. Chez les marines, par exemple, il y a plein de soldats parce qu'ils peuvent avoir un bon salaire et combattre les pirates. Mais chez les révolutionnaires, t'as intérêt à être motivé, parce que je pense que même le Cruz paye mieux que Dragon. Après, on peut aussi voir ça comme une force. Si tous tes soldats ont vécu leur vie en tant qu'esclaves du gouvernement, ils sont probablement plus déter. C'est peut-être ça qui fait la force des redoutables commandants des révolutionnaires. Même si ils sont 6. Non mais ces 6 là, c'est les seuls révolutionnaires qui sont vraiment puissants. Genre parmi tous les soldats, là il y en avait pas d'autres. Autant ils sont suffisants pour créer des révoltes dans des petits pays, mais contre les chevaliers, la marine, le Gorosei, enfin ça se voit que ça passera jamais. Et c'est pas qu'en termes de puissance qu'ils ont des lacunes, mais aussi en termes d'expansion. Actuellement, les révolutionnaires ont étendu leur influence dans 12 territoires et en ont récupéré 8 suite à des révoltes qui ont fonctionné. Sauf que s'ils ont passé 20 ans à suer sang et eau pour les acquérir, ils en ont perdu 2 en l'espace de quelques mois. Le premier, c'est l'île de Baltigo, l'ancien quartier général des révolutionnaires. Et il a leak. Et suite à ça, l'île s'est fait attaquer par les pirates de Barbe Noire. Alors vous allez me dire, oui mais ils l'ont défendu leur base, ils ont pas pu gagner face à Dragon et Sabo quand même. Et si, l'île a été complètement détruite et les révolutionnaires ont dû fuir sur Momohilo Island. Après oui, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être que Dragon a volontairement détruit l'île pour effacer toutes leurs informations compromettantes, qui sait. Mais ils ont pas perdu que cette base. Un peu plus tard dans l'histoire, c'est la fameuse île de Lulusia qui a été anéantie. Et cette fois-ci, c'est encore plus terrible car c'est le gouvernement lui-même qui a utilisé une arme antique pour y arriver. Tout ça, ça témoigne de 2 choses. 1, le manque de puissance accablant de cette armée par rapport à leurs ambitions de fous furieux, et 2, le fait que malgré toutes les opérations qui sont menées, comme s'infiltrer à Marie-Joise ou couper les navires fournisseurs de nourriture à la Terre Sainte, tout peut s'écrouler en un claquement de doigts. Et le pire dans tout ça, c'est que la guerre contre le gouvernement est déjà officiellement déclarée, comme le confirme Sabo au chapitre 1083. Autrement dit, la fameuse grande bataille d'une ampleur encore plus terrible que Marineford, que tout le monde suspectait d'arriver, est bel et bien prévue, avec les révolutionnaires comme acteurs principaux. C'est là que le plan secret de Dragon, celui qui garantira la victoire dans cette bataille, entre en scène. Car oui, pendant que tout le peu de subordonnés qu'il possède s'occupe de faire des vagues pour alimenter la presse, dans l'ombre, il profitait de ce détournement d'attention pour avancer ses premiers pions sur le terrain. Et littéralement, son plan commence par utiliser Luffy et Sabo pour créer un soulèvement global de tous les pirates contre le gouvernement. Laissez-moi vous expliquer. Enfin, juste avant, je dois vous parler 30 secondes de mon enfant, oui, la shortbox. Si tu connais toujours pas la shortbox,
Box, ça fait quand même des mois que j'en parle. C'est un guide que je vais sortir pour vous apprendre à faire des shorts de la meilleure qualité. Mais à quoi ça sert de savoir faire des shorts? Si vous voulez vous lancer sérieusement sur YouTube, par exemple, faire des shorts, c'est le moyen le plus facile d'acquérir des abonnés et de la visibilité. J'ai littéralement fait 10 000 abonnés en 30 jours quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai ensuite pu la développer jusqu'à aujourd'hui, et maintenant, je gagne littéralement ma vie avec. Et justement, dans ce pack, je vous apprends à faire la même chose. Bref, on va repasser à la vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, sur le prix par exemple, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que, selon vous, Dragon est un mauvais père? Bah oui, il a abandonné Luffy à sa naissance et il s'est jamais occupé de lui. Ça, normalement, c'est la réponse que vous avez tous donnée. Après tout, comment vous donner tort? Il a laissé Luffy à son grand-père avant de repartir on ne sait où. La mère, on la connaît même pas. Il ne s'est jamais manifesté à lui alors que pourtant, rien ne l'aurait empêché de passer quelques fois puis de repartir en mission. Mais pourtant, malgré son statut de père absent, il n'a pas complètement abandonné Luffy. J'irais même jusqu'à dire qu'il est constamment en train de le protéger lui et tout son équipage. Déjà, c'est lui qui le sauve en personne à Lockdown alors qu'il était sur le point de se faire éteindre par Smoker. Mais surtout, cette action l'a aidé à commencer son départ sur Grand Line. Et c'est pas la seule fois où il lui est venu en aide. À sa Bundy, Kuma, un révolutionnaire, l'a sauvé de la marine. Ensuite, Dragon a pris en charge Robin. À Impel Down et à Marineford, Ivankov et Inazuma se sont chargés de protéger Luffy. Ivankov a aussi pris en charge Sanji sur Momohilo Island. On n'oubliera pas Sabo et Koala qui ont aidé les Mugiwara à Dressrosa même s'ils avaient un autre objectif. Et enfin, actuellement, les chapeaux de paille se sont alliés à Vegapunk qui, oh surprise, est un allié des révolutionnaires. Dragon a très vite compris le potentiel de Luffy pour son plan. Il arrive à réunir énormément de personnes autour de lui, de toutes races différentes, et il chamboule le monde partout où il passe. C'est un atout de taille qui lui permet de renforcer la révolution dans la tête des gens. Mais pas seulement, il compte aussi utiliser Luffy pour l'aider à déclencher et remporter la bataille contre le gouvernement mondial. Mais comment il peut convaincre Luffy de déclencher la bataille? En fait, si vous vous rappelez bien, Luffy ne prend jamais part à une guerre juste pour faire gagner un camp. S'il se bat, c'est toujours pour sauver ou protéger ses amis, jamais pour des idéaux ou des territoires. À Alabasta, c'était pour Vivi, Enies Lobby, c'était pour Robin, Marineford, c'était pour Ace, etc., etc. Mais en aucun cas, il se bat pour une cause où il n'est pas concerné personnellement. Il a beau détester les dragons célestes et le gouvernement mondial, son objectif à lui, c'est de trouver le One Piece. Et si tous ses potes vont bien et que Dragon lui demande « Oui, mon fils, peux-tu m'aider à battre des vieux immortels et des chevaliers immortels qui ont des armes antiques immortelles ?» Il y a très peu de chances qu'il accepte, surtout de la part de son père qu'il a jamais vu, parce qu'il est parti acheter tous les packs de lait de la réserve du Franprix. Mais Dragon a un moyen de forcer Luffy et toute sa flotte à prendre part à la grande bataille. Et ce moyen, c'est Sabo. Reprenons ce qu'on sait déjà à propos du rôle de Sabo chez les révolutionnaires. En fait, il agit comme le chef de tout le monde. C'est littéralement lui qui commande tout en tant que second de Dragon. Il a sûrement la puissance la plus élevée et c'est lui qui est en tête lors des opérations. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est sa dernière opération qui lui a été attribuée, celle d'infiltrer Marie-Joise. Son infiltration avec les commandants avait 3 objectifs. Le premier, détruire ouvertement les symboles de la noblesse pour déclarer la guerre au gouvernement. Le deuxième, libérer Kuma et un maximum d'esclaves sur le chemin. Et le troisième, détruire les réserves de nourriture de Marie-Joise pour créer une famine. Ça a marché, on va dire. La guerre est déclarée, Kuma est sauvé, et même si les nobles ont encore des vivres, ça leur a quand même mis une sacrée pression. Même si, oui, à un moment, les révolutionnaires se sont fait cramer et ont dû se battre, tout le monde a pu rentrer en un seul morceau. Bref, la mission est un succès total, non? Il y a juste un énorme problème. Chapitre 1083. Ivankov nous dit que Sabo est devenu l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial. Comment c'est possible? Pourquoi Sabo particulièrement et pas tout le groupe? En fait, pendant son infiltration, vous vous en rappelez, il a atterri dans la salle du trône où Cobra, le roi d'Alabasta, le Gorosei et Imu étaient présents. Il a surpris une conversation de la plus haute importance, puis il a tenté de sauver Cobra qui s'est finalement fait tuer par les doyens. Au final, Sabo a fini par être accusé de sa mort et a dû s'échapper sur Lulusia. Quand il a essayé de contacter les révolutionnaires par escargophone, son appel a été retracé et localisé par la marine et comme par hasard, juste après, l'arme antique est déployée sur Lulusia. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement ne va pas laisser Sabo en liberté très longtemps. Et ce pour une raison bien particulière, pas parce qu'il a surpris une conversation confidentielle, non, parce qu'il a vu Imu de ses propres yeux. Déjà que Saturne nous dit que le roi Cobra est obligé de mourir dès l'instant où il a posé les yeux sur Imu, imaginez pour un simple humain comme Sabo qui en plus est un révolutionnaire. Et Dragon, ça, il l'avait prévu. Lors de leur réunion, alors qu'Ivankov s'excite tout seul d'un coup lorsque Sabo mentionne Imu, Dragon, lui, n'a pas du tout l'air surpris. Il ne réagit même pas. Il est plus préoccupé par la fameuse arme antique qui a détruit Lulusia. Je veux dire, Sabo leur apprend quand même qu'il y a un roi
roi du monde au-dessus du Gorosei, qui en plus de ça, s'assoit sur le trône vacant. Enfin, je sais pas, c'est comme si je t'apprenais que au-dessus de Macron, il y avait un alien. Dragon savait pertinemment qui était au sommet de Marie-Joise, et il savait aussi qu'en envoyant Sabo là-bas, il avait une chance de croiser Imu. Et de base, c'est quand même bizarre qu'il l'envoie dans une mission d'infiltration. La meilleure personne lorsqu'il s'agit d'apparaître et de disparaître sans laisser aucune trace, c'est quand même Dragon, non? L'homme le plus recherché du monde. Pourquoi voulait-il tant que Sabo soit dans le viseur du gouvernement? Parce qu'il veut reproduire ce qui s'est passé pour Ace à Marineford. Rappelez-vous, je viens de vous dire que Luffy ne prend jamais part à une guerre tant que ses amis ne sont pas menacés. Mais il s'est passé quoi quand Ace, son frère, a été capturé par les marines? Il a tout fait pour venir le sauver. Maintenant, imaginez si Sabo se fait capturer non pas par les marines, mais par le gouvernement en personne. Je pense que c'est ce que cherche un peu Dragon. Il sait que les chevaliers sacrés vont riposter à un moment ou à un autre. Et peut-être que, pendant la bataille, Sabo va se faire capturer, ou pire, mourir. En apprenant ça, Luffy va forcément accourir pour faire quelque chose. Mais cette fois-ci, ça sera différent de Marineford. Bah oui, les informations circulent vite dans les médias. C'est pas que les chapeaux de paille qui vont se ramener là-bas, c'est des dizaines d'équipages de pirates. À commencer par la flotte de Luffy établie à Dressrosa, qui était aussi présent pendant la mission de Sabo d'ailleurs. On peut aussi compter la flotte d'Elbaf, mais on peut aussi s'attendre à voir débarquer Yamato, qui est fortement lié à Ace et Luffy, et tout l'équipage des 100 bêtes qu'elle aura repris. Également les fourreaux rouges, Momo, l'équipage de l'eau, mais pas seulement. Dragon ne va pas compter que sur les pirates proches de Luffy. Il veut aussi créer de l'engouement autour de cette guerre, car il sait qu'à chaque fois, un pirate en attire un autre. C'était déjà le cas à Marineford avec Barbe Noire ou Shanks qui sont venus alors qu'ils avaient rien à voir avec la marine. La Cross Guild pourrait donc être de la partie, mais aussi les pirates de Kid par rivalité. On peut aussi penser aux Yonko, Barbe Noire, Big Mom, bref, tous les plus grands noms de la piraterie. Il y a juste un énorme problème. Les pirates, eux, ne partagent pas la même vision que les révolutionnaires. Certes, ils seraient bien heureux si la noblesse tombait, mais faut pas oublier qu'à la base, ils ont des problèmes avec tout le monde, même entre eux. Je vous passe donc les moments où ils se disputeront le trône, où certains voudront récupérer des esclaves, voire même où ils s'en prendront aux révolutionnaires. À ce moment-là, le gouvernement sera certes détruit, mais le système, lui, ne sera pas réformé. Et la terreur qu'ils auront arrêtée pourrait renaître très peu de temps après, dirigée cette fois-ci par les pirates. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas encore dit. Le plan de Dragon comporte une deuxième partie, la plus importante de toutes. Soulever les pirates contre le gouvernement, tout le monde peut le faire, c'est de la rigolade. Mais pour faire réellement changer les choses et imposer ses idéaux dans le monde entier, il faut attaquer de l'intérieur du gouvernement. Autrement dit, ce que veut réellement Dragon, c'est retourner la marine contre son camp. Et c'est déjà fait. Laissez-moi vous expliquer comment il s'y est pris. Pour commencer, on va devoir remonter un peu plus loin avant même le début de l'histoire, à l'époque du massacre de Ohara. Je vous résume vite fait ce qui s'est passé. Il y a 22 ans, le gouvernement a découvert que sur cette île, il y avait des gens qui étudiaient les poneglyphes, et vu que à la base ils ont pas trop le droit de le faire, ils ont déclenché un Buster Call pour éliminer tous les habitants et brûler toutes leurs recherches. Au chapitre 1066, on voit un flashback de Dragon se rendant à Ohara pour rendre hommage aux victimes du massacre. Là-bas, il y croise Vegapunk, qui je rappelle fait partie du gouvernement, et il lui partage son idée de créer les révolutionnaires pour leur faire la guerre. Sauf que Dragon n'aurait jamais eu l'idée de convertir son armée de la liberté en armée révolutionnaire s'il n'avait pas reçu l'aide d'une certaine personne. Monde qui dit Garp. Au cours de l'incident d'Ohara, il y a un marine qui a agi d'une manière assez anormale par rapport à sa position. C'est Aokiji, encore vice-amiral à l'époque. De 1, il a laissé Robin s'échapper, on parle quand même de la seule personne au monde encore capable de lire les poneglyphes, hein. Et de 2, il a épargné Jaguar d'Isol, un ancien marine qui a déserté lorsqu'il a appris que Ohara allait être détruite. Également, au chapitre 319, Aokiji épargne Luffy lors de leur rencontre, car il aurait une dette envers Garp depuis des années. Et pour moi, cette fameuse dette, ça serait ça. Selon moi, Garp aurait aidé Aokiji à sauver Saul lors de l'incident. En effet, Saul et Garp sont les personnes les plus proches de lui. Le premier était son meilleur ami et le deuxième était son mentor. Sachant que les trois s'entendaient plutôt bien entre eux et que Garp était dans le fond un peu du même avis que Saul et très attaché à Aokiji, il l'aurait aidé d'une manière ou d'une autre en le couvrant auprès de ses supérieurs par exemple. Et ça, c'est un geste fort. C'est une décision qui est une trahison directe envers non pas la marine, mais le gouvernement mondial. C'est dès cet événement que Garp aurait fait le choix de se révolter contre ses supérieurs. En parallèle, Dragon était déjà en activité avec son armée de la liberté. Donc, peut-être que Garp lui aurait raconté tout l'incident d'Ohara et aurait décidé de s'allier avec lui secrètement. Et on a une preuve que les deux sont souvent en contact. C'est lorsque Garp annonce à Luffy au chapitre 432 qu'il sait que Dragon l'a sauvé à Lockdown parce qu'il lui a dit en fait. Et comme par hasard, Dragon se rend quelques mois après l'incident sur Ohara pour se recueillir et il annonce au même moment la création des révolutionnaires à Vegapunk qui le soutient. Ça fait un peu gros je trouve. Donc pour l'instant, on sait que Garp, Dragon et Vegapunk sont alliés. C'est super, mais pas encore suffisant pour renverser tout le gouvernement. Mais ça tombe bien, j'ai pas fini. Au bout d'un certain temps, Garp s'est retrouvé devant un problème. Même s'il est entre guillemets révolutionnaire, il ne peut toujours pas agir comme bon lui semble. Étant donné que c'est le héros de la marine et qu'en plus tout le monde sait qu'il déteste les dragons célestes, je pense que le moindre faux pas
l'aurait rendu très suspect. Pour pallier à ça, sa première action a été de demander l'accord de Sengoku, avec qui il est très proche, pour créer une nouvelle unité de la marine, des forces spéciales secrètes indépendantes qui seraient libres de suivre les ordres ou pas, l'unité SWORD. Cette unité servirait en réalité à espionner de près ou de loin le gouvernement, dans le but de préparer une sorte de coup d'état. Je pense que c'est pas un hasard si Corazon a été missionné directement par Sengoku pour enquêter sur Doflamingo, qui est un ancien dragon céleste. C'était donc en réalité un membre de l'unité SWORD. C'est exactement pareil que Drake quand il s'est infiltré chez Kaido pour l'espionner. Et aujourd'hui, Koby fait partie des SWORD en tant que capitaine et est assurément défini par Garp comme étant l'avenir de la marine. Mais l'avenir dans quel sens? Peut-être de la nouvelle marine qui apparaîtra une fois le gouvernement mondial destitué. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que les SWORD portent en eux la volonté de Garp et donc des révolutionnaires. Mais c'est pas fini. Tout ça, c'est toujours pas assez. Si une grosse bataille éclate d'un coup et qu'il y a que Garp et les SWORD qui viennent des dragons, bah ça sera un peu chaud. Pour vraiment mobiliser des gens, il faut briser ce tabou des dragons célestes. Il faut trouver le moyen de faire assumer aux gens que c'est normal de détester le gouvernement mondial. Et pour ça, Dragon a tout misé sur Aokiji. Je vous rappelle à la base que Aokiji c'est le complice de Garp. En plus de partager les mêmes idéaux, c'est à cause de lui que Robin et Saul sont vivants. Et Garp et Aokiji, ils ne sont pas les seuls à avoir cette vision de la justice parmi les marines. Et ça, c'est confirmé par Vegapunk au chapitre 1066. Beaucoup d'autres soldats pensent comme eux que le gouvernement est injuste et que les agissements des dragons célestes sont mauvais. Alors quand Akainu, un amiral dont les idéaux se rapprochent du gouvernement, s'est présenté pour le poste d'amiral en chef après la démission de Sengoku, quelqu'un devait s'y opposer. C'était soit Garp, soit Aokiji. Mais on le sait, Garp refuse catégoriquement les promotions car ça le rendrait obligé de collaborer avec les dragons célestes. Alors Aokiji est parti le défier dans un combat sur Punk Hazard qu'il a malheureusement perdu au bout de 10 jours. Sauf que quelqu'un en a tiré profit, c'est Dragon. En effet, le clash entre les deux a permis de séparer la marine en deux factions, les pro Aokiji d'un côté et les pro Akainu de l'autre. Ça, c'est une énorme avancée car ça a justement permis aux soldats de se libérer du tabou. Ils peuvent assumer plus facilement entre eux et partager cette vision de la justice sans craindre de se faire voir en bizarre par leurs collègues comme avant. Faire évoluer autant la mentalité de dizaines de milliers de soldats d'un coup, c'est un avantage titanesque. Et non seulement des personnages surpuissants comme Fujitora apparaissent au sein de la marine, mais en plus on est limite garanti que la moitié de la marine prendra parti pour les révolutionnaires lors d'une bataille contre le gouvernement mondial. Et là, Dragon aura toutes les cartes en main pour mener à bien sa révolution. D'ailleurs, ils vont sûrement bientôt passer à l'action. Je veux dire, alors que tout le monde pensait que Garp était mort dans son combat contre Aokiji pour sauver Koby, Aokiji avait en réalité utilisé la même technique que pour faire survivre Saul sur Ohara, en le recouvrant de glace. Mieux, Garp s'est sûrement fait capturer exprès. En étant déclaré comme mort à la marine, ça lui permet de s'éloigner d'elle sans éveiller le moindre soupçon, et donc de commencer à collaborer pour la révolution. Personnellement, je pense que Dragon attend juste l'occasion parfaite pour agir, ce qui expliquerait pourquoi il est si prudent et pourquoi il fait rien du tout depuis le début. L'unique chance de l'humanité de changer le monde repose sur ses épaules, et le moindre faux pas pourrait condamner son plan à tout jamais. Et si Oda rêve toujours de faire la fin de son manga le point le plus culminant comme il le dit dans cette interview de 2022, je pense que rien ne pourrait provoquer plus de hype qu'un retournement des trois factions principales de One Piece contre leur ennemi de toujours, le gouvernement mondial. Bonsoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était une théorie sur laquelle je suis tombé et que j'ai remis un petit peu au goût du jour parce qu'elle date un peu. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure théorie sur les révolutionnaires. J'espère que vous aussi. Restez un peu, je vais en profiter pour vous reparler plus en détail de la shortbox, mon pack ultra complet pour faire décoller sa chaîne grâce aux shorts. Du coup, j'ai enfin décidé du prix, je vais vous le révéler dans une minute, mais juste avant, je vous rappelle que la shortbox c'est un pack, un guide où dedans je vous ai concocté des cours vidéo montés, adaptés pour toi, pour apprendre à faire marcher tes shorts pour qu'ils aient exactement les mêmes stats que moi, ma méthode, comment je fais pour faire un short qui marche, et je vous apprends tout de A à Z. Tu apprendras à trouver ta niche, comment s'inspirer d'excellents sujets mais sans copier, comment réussir à vraiment poster tous les jours, comment parfaitement écrire un short, avoir une super bonne voix, avoir un bon montage, comment créer son identité et plein d'autres choses encore. Vous aurez également accès à un Discord privé où dedans il y aura plein de ressources pour le montage, pour la voix, pour l'écriture, pour tout ce que vous voulez. Vous pourrez aussi vous faire analyser votre chaîne ou vos shorts par moi ou par d'autres gens si besoin. Vous pourrez vous entraider, collaborer, vous faire des retours à chacun. Pour le prix du coup, rassurez-vous, j'ai voulu faire en sorte que ça soit quand même abordable, mais pas que ça coûte non plus 5 balles, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations de très haute valeur. On parle quand même de faire 100 000 ou 1 million de vues par short, c'est quand même un peu sérieux, voilà. Sachant qu'en plus il y a toute mon expérience sur YouTube dedans, mais aussi mon expérience de travail avec d'autres youtubeurs connus, le prix doit être ajusté. Donc pour le lancement, je mettrai la shortbox à 47 €, achat unique, à vie. Allez me follow sur Insta ou vous inscrire sur la newsletter parce que je donne plein d'infos là-bas. La shortbox sortira début ou mi-juin, on verra bien, mais de toute façon, voilà, allez me suivre, vous aurez les nouvelles. Merci beaucoup d'être resté jusque là, abonnez-vous, hein, tant qu'on y est, et bisous, voilà.